utiliser la science pour vendre, c'est mal. Non, je veux dire, on va pas se mentir, c'est pas mal, d'accord? Il faut bien... Moi, je paye pas mon loyer avec mon joli sourire. À un moment, voilà, moi, la science, c'est ce que j'aime et je veux en vivre. Bienvenue dans ce podcast. Je suis Valentin Kameski, coach sportif et vulgarisateur de contenu. Dans ce podcast, je vous propose de rencontrer d'autres intervenants du monde du sport et de la musculation afin de discuter de différents sujets. Aujourd'hui, nous allons parler de la vulgarisation de contenu sur les réseaux ainsi que de la méthode scientifique. Et pour cela, j'ai la chance de recevoir Joris Diff. Étudiant en Master 2 STAPS, donc préparation physique, préparation mentale et réathlétisation, que je réalise d'ailleurs en alternance. Donc je suis aussi à mi-temps coach de CrossFit dans une salle affiliée où là-bas, du coup, j'enseigne le CrossFit, la force athlétique, l'haltérophilie et la gymnastique. Et voilà, pour retracer mon parcours, moi je viens de l'athlétisme de base. À la base, j'ai couru à peu près toutes les distances. Alors j'ai fait que de la course, j'ai jamais lancé ou sauté. Mais j'ai couru à peu près toutes les distances. Et puis après, voilà, je suis arrivé en STAPS pensant que j'allais faire que du sport. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais faire que des sciences. Et c'est le côté scientifique voilà, qui m'a beaucoup plu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis dirigé sur la filière pro. Donc en gros, vous avez deux filières en STAPS, la filière pro et la filière recherche. Donc là, je suis en pro, mais à partir de l'année prochaine, je vais me réorienter en recherche sur un master recherche afin de préparer le concours de l'entrée en école de docteur. Donc, pour devenir docteur en STAPS, notamment en neurosciences. Plus me spécialiser sur la partie prépa mentale, étant donné que la partie prépa physique, je l'ai assez écumée sur ces 2 dernières années. Et non pas que j'aime pas la biologie, bien au contraire, mais je me sens plus attiré par les neurosciences. Donc voilà un peu pour le CV et ce qui va se passer par la suite. Ok, donc un amoureux de la science et du sport. Exactement. Et du coup, pendant ton master, tu travailles du coup dans une salle de CrossFit. Donc tu as accès à un public assez divers et varié. Et aussi à côté, tu pratiques tu pratiques toi-même la force athlétique et tu coaches aussi du coup un groupe de personnes en force athlée. C'est bien ça? Exactement. Donc, ouais, au niveau de ma pratique et de mon coaching, donc moi je suis pratiquant et compétiteur de force athlétique depuis 1 an, d'ailleurs à la suite d'une blessure où j'ai fait ma propre réhab. Si on fait un podcast sur la réhab, pourquoi pas, on pourra en parler. C'est une idée. Mais je pense qu'on pourra en parler après aussi, l'aspect vulgarisation dans les sciences de la réhab. C'est vrai. Bref, je digresse. Donc au niveau du coaching, oui, j'ai aussi ma petite équipe avec Strong Plan. Donc en fait, Strong Plan, c'est quoi? C'est une programmation de force avec des retours personnalisés avec un coach pour pouvoir en fait développer sa force sur les 3 mouvements, donc squat, bench, deadlift. Que vous soyez compétiteur ou pas, d'ailleurs. Donc j'ai des personnes qui sont compétiteurs de force athlétique, j'ai des personnes qui font du CrossFit, j'ai des personnes qui veulent juste devenir plus forts et plus fortes au quotidien. C'est vraiment au cas par cas. Un peu à l'image du CrossFit, on a un peu tout le monde. Voilà, c'était c'était l'idée et ça marche bien. Et du coup, à côté de ça, tu as aussi du coup un Instagram. Et sur ton Instagram, du coup, tu fais justement ce qui nous intéresse aujourd'hui, de la vulgarisation de contenu. Là, par exemple, je suis dessus, je prends un post au hasard. Le post, c'est « Le plus massif est-il le plus fort? Plus de volume signifie automatiquement plus de force. » Et du coup, après, tu nous expliques les principes de base, tu prends des exemples sur les fibres, etc. etc. Exactement. Donc, moi, mon compte Instagram, c'est Diff Athletics. De toute façon, vous pourrez chercher sur les réseaux, il se trouve assez facilement. Donc, ouais, en fait, j'ai voulu mettre en place ce qui m'a toujours attiré, en fait, c'est la vulgarisation scientifique. Moi, je suis une génération qui a grandi avec Jamy de C'est pas sorcier. Donc, le but, c'était un peu de faire pareil, mais dans les sciences du vivant. Donc après, j'ai continué avec notamment Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology qui m'a beaucoup influencé. Carrément. Et ouais, très bonne ref. Et qui m'a donné envie aussi, moi aussi en tout cas, de produire du contenu et de vulgariser du contenu, en fait, de vulgariser des connaissances et de rendre accessible, en tout cas, des connaissances scientifiques et nichées, en fait, qui demandent d'avoir déjà la méthodologie pour aller chercher les infos
et qui demande aussi d'avoir le vocabulaire, parce que la science a un vocabulaire très niché. Déjà, si tu parles pas anglais, c'est mort. Et la science, c'est aussi un vocabulaire voilà, très niché, très de groupe. Donc j'avais envie d'ouvrir ça un petit peu aux autres. Donc, par exemple, voilà le post sur la force et le volume. Je reprends voilà, de la biologie, je reprends des neurosciences, je reprends un petit peu tout ça pour essayer de rendre ça le plus concret possible aux pratiquants et à la pratiquante pour que chacun puisse s'y retrouver et apprendre des choses. Donc, si je reprends le terme vulgarisé, c'est d'après Wikipédia, le fait de diffuser dans le grand public, donc des gens qui ne sont pas forcément du milieu, des connaissances, des idées, et c'est marqué aussi des produits. Donc, c'est une forme de diffusion qui est pédagogique de connaissances pour mettre le savoir à la portée d'un public non expert. Donc, je le fais aussi du coup sur mon Instagram. Ce que les gens ne se rendent pas compte toujours, c'est tout le travail qu'il y a en amont. Par exemple, par exemple juste simplifier un mot compliqué, ça peut prendre une phrase entière, et ça peut prendre aussi, par exemple, moi, ça peut me prendre 10 minutes d'expliquer un mot et de le réduire à une phrase pour que tout le monde comprenne. Et comme tu l'as dit, il y a déjà dans notre domaine du coup de la science du sport, c'est déjà tout en anglais, on va pas se mentir, il y a très peu d'études qui sont faites en France. Exactement. Très peu d'études qui sont faites en français, ou alors elles sont faites avec trop peu de moyens ou trop peu de public, ce qui arrive aussi. Parce que c'est pas une priorité dans la France de mettre de l'argent là-dedans, hélas. Et donc à partir de ça, pourquoi tu vulgarises du contenu? Pourquoi tu as voulu te lancer là-dedans? C'était pour aider la plupart des gens, pour éduquer un peu les gens, pour monter le niveau un peu des gens, des pratiquants? Bah, c'est un petit peu de tout ça. Moi, honnêtement, au tout début, c'était un peu pour motiver les gens. Je me dis, s'il y a des gens qui... Enfin, je reprends les mêmes exemples, mais vraiment comme Jamie de C'est pas sorcier, ou Léo Grasset, ou Cyrus North, ou d'autres personnes comme ça qui ont réussi à me donner envie d'acquérir plus de connaissances et de me renseigner sur le monde qui m'entoure et de le comprendre. Je me dis, si j'arrive à faire ça avec une ou deux personnes dans le monde du sport, bah c'est bénef. Genre vraiment, c'est gagné, tu vois. Donc c'était parti de ça. Et puis au fur et à mesure que je me suis penché sur le monde du sport, des sciences du sport, j'ai découvert qu'il y avait quand même beaucoup de, comment dirais-je, de personnes qui, sous couvert de vulgarisation, comment dirais-je, on va dire qu'il y avait des formes de vulgarisation qui étaient très orientées, qui étaient plus dire bah regardez comment j'ai raison plutôt que de dire regardez ce que la science dit. Et du coup, je suis plus rentré dans cette idée de mettre aux yeux des gens l'état des connaissances. Donc alors en science, ce qu'on appelle l'état des connaissances, c'est en gros l'état de la littérature, c'est que dit la littérature scientifique là-dessus, sur une question. Donc par exemple, est-ce que la créatine ça fonctionne de manière significative? Bah voilà, l'état des connaissances, c'est je vous renvoie sur le contenu de Val. C'est oui. Mais c'est un oui. Mais voilà, en gros, c'est ça l'état des connaissances. Et on va avoir des personnes qui, des fois, je me rends compte que dans leur discours, c'est plus biaisé que orienté sur l'état des connaissances. Donc j'ai voulu un petit peu remettre la science au cœur du débat et remettre la science au cœur des informations. Pour moi, c'était un peu la même raison. Alors déjà, j'aime beaucoup vulgariser du contenu, à faire un peu de pédagogie. Et aussi, c'était une façon d'aider les gens, au premier lieu, à ne plus se faire avoir dans les pratiques marketing de certains produits ou de compléments alimentaires et de certains coachs aussi, en expliquant que, attention, ce qu'il vous dit actuellement n'est pas prouvé, ou même le consensus scientifique actuel, donc avec les connaissances actuelles, dit complètement l'inverse. D'accord ? Et par exemple, pour plein de produits, surtout dans les produits alimentaires, dans les compléments alimentaires, par exemple, sur les BCAA, il y avait peu de papiers qui prouvaient une efficacité, alors que quand tu vas dans un magasin ou quand tu tombes sur une pub, c'est marqué que vraiment c'est la chose la plus importante à boire, etc., etc. Et inversement, on parlait beaucoup de danger de la créatine, alors que sur papier actuellement, bah, rien ne prouve vraiment que c'est dangereux, sauf pour certains types de personnes. Mais ça, on est déjà au courant et c'est déjà normalement expliqué. Exact. Il y avait aussi le fait, parce que certains coachs vont utiliser certaines pratiques sportives qui sont parfois drastiques ou parfois qui sont dangereuses ou parfois c'est juste n'importe quoi. Ils vont mettre un programme, le programme est complètement, il est clairement fait au hasard.
Et de permettre aux gens, d'éduquer un petit peu les gens sur ce genre de choses, peut leur permettre de déceler justement les petits pièges qu'on voit dans les réseaux. Parce que dans les réseaux, c'est pas forcément le bon contenu qui est mis en avant, c'est le contenu qui fait le plus partager, ou le plus de vues. C'est Il y a ça. qu'à voir les fake news, par exemple, font beaucoup plus de vues que les vraies news, entre guillemets. Et pareil dans notre domaine. Et du coup, à ma petite échelle, je voulais aussi aider les gens à éduquer. Éduquer Mm. les gens, pardon, pour qu'ils puissent déceler un petit peu ces pièges. Mais voilà. Après, par exemple, on va pas se mentir, je fais aussi du contenu pour que les gens viennent sur mon Instagram ou sur mon site et ensuite viennent idéalement ou non acheter un de mes programmes. On va pas se mentir. Faut que je cherche une contrepartie financière au fait de vulgariser parce que ça me prend la plupart de mon temps de ma semaine. Hein. Si je travaille 50 heures, ce sera 35-40 heures. C'est de la vulgarisation de contenu, enfin, du processus du moins. Et Mm. derrière, pour gagner de l'argent, mon but c'est de faire des programmes qui respectent, selon moi, le consensus scientifique et qui me permettent du coup d'être rémunéré et de continuer à faire de la vulgarisation de contenu. Mais j'essaie de faire ça de le moins biaisé possible en donnant vraiment toutes les infos. Je n'oriente jamais la personne ceci est le consensus scientifique, je fais ça, venez. J'ai jamais mis ça, j'ai dit voilà, c'est comme ça le consensus scientifique et vous en faites après ce que vous voulez quoi. Bah, et surtout que c'est très intéressant par rapport à ça, en fait, c'est comment est-ce qu'on traite l'information. Le but du jeu, c'est pas, en tout cas dans ma vision de la vulgarisation, dans ma vision de la science, de toute façon que je partage avec toi, c'est pas de dire, voilà, le consensus scientifique, c'est l'alpha et l'oméga, le but, c'est pas d'être borné non plus dans ce sens-là. Exactement. Le truc, c'est juste de dire, attention, on a des connaissances, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Je veux dire, moi, je suis pas non plus fermé à des pratiques qui sont pas encore prouvées, Tout à fait. parce que sinon on aurait 30 ans de retard sur tout, hein. La science, c'est un processus qui prend du temps. Exactement. Parce que comme tu disais, hein, il faut qu'il y ait un panel d'études conséquent pour qu'il y ait un consensus, ça il faut le savoir. Il faut qu'il y ait un panel d'études qualitatives, donc c'est des études qui vont demander du temps, qui vont demander des moyens. Et voilà, si tu veux reprendre la créatine, il y a un consensus, mais parce que ça fait 30 piges qu'on a des études dessus. Je pense que Exactement. maintenant, on peut y aller de manière safe. Donc voilà, le but du jeu, c'est pas non plus de dire attends, on va attendre que ce soit prouvé pour le faire. On peut. Et c'est là que les connaissances premières vont être intéressantes, et c'est là que c'est aussi intéressant de se tenir au courant de ce que dit la science. En revanche, donc voilà, il faut pas être fermé, je pense, aux innovations et à ce que le terrain peut nous apporter. En revanche, quand quelqu'un vous dit que quelque chose est vrai alors que scientifiquement c'est faux, là on est vraiment sur de la malhonnêteté intellectuelle. Et je te recoupe sur le fait que vulgariser, ça te permet aussi d'amener du monde à toi et à ton offre, parce que vulgariser, ça prend beaucoup de temps. Et démanteler un argument, ça prend beaucoup plus de temps que de l'énoncer. En fait, réfuter, voilà, je cherchais le mot, réfuter est beaucoup plus long que affirmer. Exactement. Si on prend un exemple, vous avez X influenceurs ou influenceuses qui vont vous dire que voilà, le régime cétogène, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver pour prendre de la masse, sécher, être plein d'énergie, etc. Et ça va lui prendre une story de 10 secondes. En revanche, de mon côté, pour débunker ça, il va falloir que j'aille chercher des articles de biochimie, que j'aille remonter, etc. Et que même pour expliquer au public, il va falloir que j'arrive aussi, moi, dans cette fenêtre de 10 secondes, à expliquer au public que lorsque vous manquez de glucides, vous allez avoir une inhibition de certaines hormones qui sont responsables de la prise de masse. Et en plus, vous allez avoir une réponse hormonale au niveau de certains neurotransmetteurs qui vont jouer sur votre mood, sur votre appétit, etc. Et que c'est plus dangereux que gratifiant. Mm. Donc, malheureusement, débunker est beaucoup plus compliqué qu'affirmer. Et dans ce sens-là, ça légitime d'autant plus le fait que on veuille en avoir une répercussion financière parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Et d'ailleurs, souvent, quand on débunk une information qui est fausse, les gens, notre public, notre audience, va demander est-ce que tu as des preuves de ce que tu affirmes en débunkant, mais ils vont rarement demander des preuves de est-ce que tu affirmes est vrai. D'accord, ils vont prendre pour argent comptant ce que je dis en disant que c'est vrai, mais quand je vais devoir débunker, on va me demander là des preuves. On sait que c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus long, et il faut être beaucoup plus solide sur ces arguments quand on vient affirmer que telle chose est fausse, que pour affirmer que telle chose est vraie. Ce qui est vraiment étonnant, parce que normalement, en science,
en science et en rhétorique et en débat de manière générale, c'est à celui qui affirme qu'incombe la preuve. C'est-à-dire que si tu fais une affirmation qui est nouvelle et qui va à contresens de ce qu'on pourrait penser de manière intuitive, ça va être à toi de le prouver. Par exemple, si j'affirme que les licornes existent, ça va être à moi de le prouver. Mm. Ça va pas être à une personne tierce de devoir prouver que sur chaque centimètre carré de la surface de la Terre, il n'y a pas de licorne. Donc, on a un inversement au niveau de l'esprit critique qui est assez intéressant. Et c'est vrai que si on remettait en cause d'abord ce qui nous paraît pas logique et qu'on demandait la preuve en fait à celui qui a un argument inédit, on avancerait bien mieux, j'ai l'impression. De toute façon, ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand quelqu'un dit que c'est la seule solution, c'est jamais la seule solution. C'est complètement faux. C'est très rare que c'est que ça qui marche. Si je reprends ton régime cétogène, peut-être que la personne va dire ouais mais ça a bien marché sur moi et sur 2 de mes clients, du coup c'est la meilleure chose. Je fais oui, mais ça se trouve sur 1000 personnes, vous êtes toujours que 3 sur lesquelles ça a bien fonctionné. Du coup on peut plus dire c'est la bonne chose. C'est ça. Donc il faut faire vraiment gaffe à tout ça. Et parfois l'expérience suffit parfois, mais parfois ne suffit pas. Sur 3 personnes, ce n'est pas suffisant. Sur 20 personnes, c'est déjà mieux. Et si c'est quelque chose sur 1000 personnes, là on peut en parler. Et à nouveau, pour reprendre ton exemple de la licorne, on voit souvent dans le fitness des nouveaux produits qui apparaissent avec... c'était quoi la dernière fois? C'était un dérivé des stéroïdes, non, de la testostérone de plantes. J'ai plus le nom. Ouais. Et du coup, une marque a affirmé que ceci allait vous aider à prendre plus de muscle parce que la molécule ressemble à la molécule des humains. Et c'est vrai qu'elle ressemble tout à fait à la molécule des humains. Hélas, ils ont dit donc ça fonctionne. Ils ont fait une sorte de mini-étude en disant regardez ce qu'ils ont pris est mieux. Et ils ont pris plus de muscles. Sauf qu'en fait, quand tu prends toute la littérature à côté, bah c'est complètement faux. Et parfois même les études qu'ils ont montrées, c'est des études qui étaient obscures faites en Russie. Avec le papier, il est dégueulasse, enfin il est illisible, pardon. Et tu sais pas d'où ça sort, ça tient sur 3 pages d'études. Ouais, et donc, tu sais pas s'il a été relu, tu sais pas où est-ce qu'il a été publié. Exactement. On fera un petit aparté, je pense, sur le processus de publication, qu'on explique aux gens comment c'est publié une étude, parce que c'est pas... Toutes les études sont pas bonnes, il y a des études qui sont mal faites aussi. Des études qui montrent des choses, tu vas voir l'étude, tu vois le protocole, tu te dis mais vous avez fait n'importe quoi. Et pourtant les gens vont citer l'étude, ils vont juste lire les résumés. Ils vont faire on a fait tel protocole, ça explique le protocole, ça a donné ça, du coup on peut déduire ça. Donc parfois il faut aller lire le protocole. Mais lire un protocole, lire une étude, ça demande des connaissances, ça demande une éducation dessus. Et par exemple, moi je sais qu'en sortant de mon PPGEPS, je ne l'avais absolument pas. J'ai eu la chance d'être après éduqué là-dessus, de par mes connaissances, mais sinon j'ai jamais pu. Et autre exemple que j'ai là actuellement, parce que je suis justement dessus, j'ai un couple d'amis qui a acheté de la protéine, et c'était, je crois que c'est Muscle Tech, la marque je crois. Et justement, ce que je trouvais assez beau, c'est qu'il y avait une étude prouvant que leur protéine était meilleure que les whey classiques du marché, que les autres whey classiques du marché. Donc du coup, je me dis, c'est cool, il y a une étude dessus, mais je lui dis, je vois pas comment c'est possible. Donc je vais voir l'étude, et ce qui est bien, c'est que sur la boîte, il marquait la règle de l'étude, il marquait, voilà, on a fait ça sur 8 semaines, et après on a pris, et notre groupe de notre whey a pris 2 kilos, je crois, de plus de masse maigre que l'autre groupe. Il y avait un groupe avec la prot X, on va dire, avec l'autre groupe avec la prot magique, et un autre groupe qui pensait prendre une prot, mais il prenait en fait juste, je sais pas ce qu'il prenait, mais il prenait pas de prot. C'était un groupe placebo. C'était un groupe placebo en gros. Et à la fin du coup, en effet, tu lis l'étude, le protocole de musculation est bon, le protocole de la prise de whey est bien fait, etc., etc. Donc au-dessus de l'étude, tu peux dire c'est bien fait. Après, tu vas lire les compositions de la whey de X, donc la whey classique. C'est une whey tout à fait classique, rien à redire. Et dans le truc placebo, c'est un placebo, parfait. Et dans la whey utilisée, la whey magique, il y a de la créatine en plus, tout simplement. Il y a 5 grammes de créatine. Donc la whey c'est la même, mais il y a 5 grammes de créatine dedans. Donc en fait, c'est juste pour ça que c'était meilleur. Mais ça, si tu vas pas. Donc toute l'étude est vraiment bien faite. Du protocole, c'est un protocole de muscu très bien fait. Ils expliquent ensuite comment ils ont fait pour. À quel timing ils prenaient la whey, etc. Très bien fait. Et quand tu vas vraiment chercher les détails de c'est quoi la composition des différentes whey, là tu vois 5 grammes de créatine et tu dis du coup ça change absolument tout. C'est pas la whey qui leur a fait prendre plus de masse, c'était la créatine qu'il y a dans la whey. Donc là, une whey classique
avec la même dose de créatine, même résultat. Donc c'était clairement faussé. Bah, en fait, là, il y a un gros biais de méthode. Exactement. En fait, à partir du moment où dans ton étude, tu vas pas tester la même chose, en fait, entre ton test et ton contrôle. Donc, en fait, le groupe test, c'est celui où vous faites passer, du coup, votre test, donc vous testez votre produit. Le groupe contrôle, c'est celui qui est censé faire euh, la même chose, mais avec un produit équivalent. Et le groupe placebo, c'est celui qui a un faux produit, et du coup, on va essayer d'avoir de trick, en fait, l'effet psychologique du placebo. Mais à partir du moment où il y a trop d'écart entre le groupe test et le contrôle, c'est plus comparable. Exactement. L'intérêt du groupe test et du contrôle, en fait, c'est d'avoir un produit équivalent. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup posé question dans certaines études, notamment en pharmaco. En pharmacologie, le principe, c'est que ton groupe test, tu lui donnes ton médicament, et ton groupe contrôle, tu lui donnes le meilleur médicament du marché par rapport à ça. Et, euh, et ça a été sujet à désinformation de manière incroyable. Moi, je me rappelle que, parce que ça touche à la méthode scientifique, c'est pour ça que je m'en suis rappelé, mais je me rappelle des gens qui disaient, parce qu'en fait, il y a un certain médecin marseillais qui avait fait une étude où il avait donné son médicament à des patients, mais il n'avait pas fait de groupe contrôle. Il n'y avait pas un autre groupe, en fait, il n'y avait que son groupe à lui, et qui disait, bah regardez, voilà mes résultats. Sauf que les scientifiques ont dit que c'était non recevable, étant donné qu'il n'y avait pas de groupe contrôle. Donc on ne savait pas si c'était dû à l'effet du médicament, aux facteurs d'auto-guérison du corps, aux autres traitements, etc. En fait, on avait plein de variables et rien à quoi les comparer. Et il y avait eu une levée de bouclier, mais par même des journalistes, hein, dont c'est le métier de chercher quand même, qui avaient dit non mais ce serait pas éthique de faire un groupe auquel on ne donne rien. Et en fait, ça montre à quel point les gens sont désinformés sur la méthode scientifique. En fait, vous n'avez pas un groupe auquel vous donnez rien, vous avez un groupe auquel vous donnez une alternative, qui plus est la plus efficace. Et il se trouve que lorsqu'on a fait les études avec le médicament testé VS alternative la plus efficace du marché, il se trouve que le médicament testé était inefficace justement. En tout cas, statistiquement, moins efficace que la meilleure Eh oui, alternative du marché. Donc, d'où l'intérêt de faire un groupe contrôle toujours. pour, euh, pour en revenir à ça. Toujours faire un groupe contrôle. On peut faire un peu la méthode scientifique, si ça te dit. Carrément. Comment on publie une étude. Carrément. Alors, Je pense que d'ailleurs, c'est important qu'on va vulgariser du coup la méthode scientifique. ouais, Parce que c'est souvent quand il y a un Instagrammeur, un YouTuber ou un influenceur qui va citer une étude, vu qu'il y a une étude, les gens vont se dire ok, du coup c'est vrai. Et ça s'arrête souvent là. c'est ça. Et en gros, comme d'hab, on utilise le manque d'éducation et le manque de connaissance des gens, mais parce que c'est pas à eux de savoir ça, c'est pas leur métier de savoir ça. Comme moi, c'est pas mon métier de C'est ça. savoir remplacer un moteur de voiture, j'en sais rien. C'est pas, du coup, ils sont pas de savoir ça, et du coup, on peut facilement en profiter. Donc, du coup, je te laisse expliquer la méthode. Alors, de manière simple, pour publier une étude, imaginez, voilà, vous avez un protocole. Euh, vous avez découvert un protocole de musculation, disons. Donc, vous êtes très fier et vous voulez le tester. Donc, pour commencer, vous allez devoir faire un état de l'art. Donc, en fait, savoir de quoi il en est. Déjà, c'est savoir si votre protocole n'existe pas et qu'il n'a pas déjà été testé en amont. Et voir l'état des connaissances sur le sujet. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir mettre au point votre protocole. Donc, en gros, vous allez tester votre protocole de musculation VS, un protocole de musculation classique, VS, un groupe qui ne fait rien du tout. Et une fois que vous avez fait votre protocole, et là, entre-temps, vous allez essayer d'avoir le maximum de data. C'est aussi ça le problème dans les études sur les protocoles de musculation, c'est que des fois, on manque de data. Par exemple, le sommeil ou l'alimentation. Des groupes, si jamais ils n'ont pas mangé et dormi pareil, ça peut énormément biaiser les résultats. Mais soit, disons que vous avez un groupe parfait, par exemple, vous êtes en pôle. Ça, c'est très pratique pour ça, les pôles de foot ou de gymnastique, où vous surveillez les athlètes 24-24. Tout le monde a dormi, mangé pareil, supplémenté pareil, etc. Ils suivent votre programme, ils ont leurs résultats. Une fois que vous avez les résultats, vous devez faire des tests statistiques. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de dire que gagner 2 kilos de muscle, c'est mieux que gagner 1 kilo de muscle. Bon, en fait, on n'en sait rien. Malheureusement, les statisticiens ne peuvent pas être des spécialistes de chaque domaine. Donc en fait, pour ça, on a inventé des tests statistiques pour savoir si un résultat était significatif ou non. Donc pour ça, vous devez faire des tests statistiques pour juger de vos résultats, de comment ils sont. Donc ça, vous le verrez souvent. Vous avez souvent les moyennes, médianes, premier quartile, troisième quartile, et les quartiles.
Et ensuite, donc vous devez mettre des graphes et tout ça doit apparaître dans votre étude, hein. Sinon elle ne sera pas comptée. Et enfin, vous pouvez faire une conclusion pour aller très rapidement. Une fois que vous avez tout ça, vous devez le présenter à une revue de littérature. Donc cette revue de littérature, normalement, va faire relire par des pairs, c'est ce qu'on appelle le peer review ou la revue par les pairs. Elle va faire relire par des spécialistes du même domaine vos résultats. Donc ils vont regarder vos tests statistiques, ils vont regarder si tout a été bien fait, ils pourront même vous demander des vidéos de vos protocoles, donc vous devrez filmer vos athlètes pendant qu'ils pratiquent, etc. Et si tout est OK, vous pourrez le publier. Et là, encore attention au niveau de la publication. Il y a une différence entre être publié dans Nature, donc Nature qui est la plus grosse revue de sciences actuellement, donc en gros celle qui a le plus de prestige, dû à la grande qualité de ses articles, dû au fait que ces articles sont très souvent cités, dû au fait que le peer review est très sélectif. Donc voilà, une différence entre être publié dans Nature et être publié dans l'équivalent de Marie-Claire dans le monde scientifique. Voilà, je prends exprès ou TéléZ, hein, si vous préférez. Mais en gros, l'idée, c'est ça. C'est une fois que vous êtes publié, où est-ce que vous êtes publié? Et quand vous avez un article qui est publié, en fait, malheureusement, il faut toujours faire des recherches pour regarder si la personne qui a publié n'est pas amie, par exemple, avec la personne qui tient la revue. Donc ça s'est vu, par exemple, avec voilà, un certain chercheur de Marseille qui a travaillé pendant des années avec le directeur d'une revue scientifique où il a publié la plupart de ses articles. Donc là, il peut y avoir des gros biais personnels, des gros biais d'intérêt. Donc, il faut regarder tout ça, en gros, lorsque vous avez une étude scientifique sous les yeux. Et bien sûr, tout ça est en anglais. Donc, en fait, en partant de ce constat, c'est là qu'on se dit que la vulgarisation, c'est quand même très très bien pour apporter des connaissances au grand public. Exactement. Et parfois, même à partir de... Donc, imaginons l'étude est parfaite, elle nous montre telle et telle chose, et après, du coup, nous, on va arriver derrière, on va faire notre travail, on va dire, ok, cette étude, elle est dans Nature, elle est dans tel journal, tel review qui est fiable, l'étude est bien faite, il y a plusieurs résultats différents, et du coup, je vais choisir, ça m'intéresse, pour ma chaîne, de la vulgariser. Par exemple, c'est une étude qui parle des problèmes de dos. Dans le monde du kiné, au hasard, dans le monde du kiné, c'est un problème qui est récurrent et qui va faire des vues, qui va faire des clics, pardon. Et du coup, je me dis, je vais en parler et je vais me faire de cette étude. Et ensuite, quand je vais vulgariser, on sait très bien que la plupart des gens, même si l'étude est citée, ne vont pas aller lire l'étude, et même s'ils le font, ils ne pourront pas comprendre l'étude. Et c'est tout à fait normal. Encore à nouveau, ce n'est pas eux, c'est pas leur travail. C'est plutôt le nôtre de vulgarisateur. Et à partir de là, donc la personne qui va vulgariser, on va dire, je sais pas, quelqu'un qui va vulgariser, il faut lui trouver un petit prénom. Comment on pourrait l'appeler? On va l'appeler. C'est toi qui es bon en marketing, hein, il y a un com, hein, c'est pas moi. C'est vrai. On va appeler Monsieur U avec un U majuscule. On va l'appeler comme ça. Monsieur U va du coup nous partager les résultats de cette étude et nous dire voilà, elle dit ça, etc. Et du coup, je prouve que telle chose est vraie ou telle chose est fausse. Mais Monsieur U Monsieur U peut par exemple aussi prendre que un résultat ou que une conclusion de cette étude. Il dit ok, celle-là ça m'arrange pour vendre quelque chose derrière. Du coup, je vais parler de ça. Celle-là ça m'arrange pas parce que du coup ça va me dire qu'en fait c'est pas si simple que ce que je viens d'expliquer. Du coup, je vais pas lui parler. Donc on est clairement sur une sorte de c'est ce qu'on appelle du cherry picking. Ouais, ça c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est un mensonge par omission. C'est ça, c'est du mensonge par omission. Et en littérature scientifique, enfin dans le domaine de la science, on appelle ça du cherry picking, donc du ramassage de cerises. Donc en fait, c'est lorsque vous faites votre état de l'art, c'est le fait de dire, c'est le fait d'omettre une partie des études et de prendre que celles qui vont dans votre sens, en fait. Exactement. Donc ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Par exemple, ouais, je dirais ça aussi. Si par exemple une étude montre que faire un dos rond sur un sweater, l'étude montre par exemple que ça peut être dangereux dans tel paramètre, et qu'aussi l'étude montre aussi que dans telle autre circonstance ou paramètre, ce n'est pas dangereux, et bien que la personne peut dire ok, je vais choisir que la partie qui montre que c'est dangereux pour faire peur aux gens, mais je vais pas parler de l'autre hypothèse qui n'irait pas dans le sens de la vente de mon produit par exemple, tu vois. Et du coup, à partir de là, les personnes qui suivent vont se dire, ok, c'est une étude derrière, c'est une étude qui est dans un
dans un grand magazine, du coup c'est fiable, etc. C'est-à-dire, ok, du coup, le dos rond est dangereux, et si j'ai mal au dos parce que j'ai fait ça, je vais faire telle chose. Sauf qu'en fait, si le vulgarisateur, si Monsieur U avait fait du bon travail, il aurait tout simplement montré que, par contre, attention, dans ce type-là, le mal de dos ou le dos rond sur tel mouvement n'est pas dangereux. Et du coup, là, ça n'arrange plus, parce que du coup, si la réponse n'est plus A ou B, mais ça peut être A, B, C, D, pour vendre, c'est moins bon. Pour vendre, c'est moins bon. Plus il y a de choix, moins on vend. Exactement. Et donc, du coup, il va devoir simplifier au maximum pour vendre son produit. Et du coup, il va souvent utiliser ce qui fait le plus vendre, savoir c'est soit l'urgence, soit la peur. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt l'utilisation de la peur. Exact. Sur tout ce qui est mal du corps, de toute façon, ce sera toujours la peur qui sera choisie. Et ce qui fait du coup le plus vendre. Et en plus, parfois, juste le fait que les personnes se remettent en mouvement, elles ne vont plus avoir mal au dos. C'est un exemple que je donne au hasard. Et du coup, elle va se dire, ça marche. Après, exactement. Alors que bon, on va pas. Bon, alors, on parlera juste après de coïncidence, corrélation et causalité. Exactement. C'est important d'en Parce parler. que ça m'y fait penser. Tu me le rappelleras d'en parler. Mais pour revenir là-dessus, en soi, je veux pas que on veut pas que ce soit interprété, je pense, comme utiliser la science pour vendre, c'est mal. Non, je veux dire, on va pas se mentir, c'est pas mal, d'accord? Il faut bien. Moi, je paye pas mon loyer avec mon joli sourire. Exactement. À un moment, voilà, moi, la science, c'est ce que j'aime et je veux en vivre. Clairement, c'est pour ça que je veux faire de la recherche. Et partager de la connaissance, c'est ce que j'aime le plus. Donc, si on peut en vivre, c'est tant mieux. Mais voilà, il y a une différence entre utiliser la science pour vendre et... il y a une différence entre partager des connaissances et en tirer de l'argent et soutirer de l'argent aux gens avec de la peur, soi-disant, en utilisant la science. Moi, par exemple, ce que j'aime bien au niveau du discours, c'est que moi, j'ai fait une formation, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, d'un ami qui est sur les réflexes archaïques, qui s'appelle Lucas Bourguignon, d'ailleurs, et qui, lui, utilise des papiers scientifiques pour appuyer ça. Alors que pour l'instant, sur les réflexes archaïques, bon, on a des papiers, mais c'est encore des ébauches, on n'a pas un gros consensus. C'est pas la créatine, le truc, tu vois, genre on n'a pas 10 000 papiers, ça fait pas 30 ans. Ça va être le running gag Carrément. du podcast, la créatine, ça va être le fil rouge. Et tu vois, lui, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans sa com, il te dit clairement, bah voilà, si tu passes pas tes muscle-up, ça peut être parce que tu as certains réflexes qui sont mal intégrés, et qui peuvent gêner ta coordination, qui t'empêchent de traverser ta ligne médiane, etc. Ou qui bloquent ta proprioception. Scientifiquement, ça fait sens, neurologiquement, ça fait sens, mais il te dit, c'est peut-être pas que ça. Ouais, il te dit, ça peut être ça. En gros, il te dit, bah voilà, je peux te donner un outil en plus, mais ça peut... En gros, si la personne passe pas une traction stricte, il va pas non plus dire que c'est à cause des réflexes archaïques s'il passe pas un muscle-up, tu vois. Et moi, c'est un petit peu le problème que j'ai avec la mauvaise vulgarisation, entre grands guillemets, c'est cette idée de venir occulter toute une partie de la science et de dire, bah voilà, moi, ce que je fais, moi, ce que je dis, c'est la vérité. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on m'a reproché dernièrement, où on avait quelqu'un qui fait de la vulgarisation à son échelle sur Facebook, et qui a repartagé un article de ce monsieur You, pour être exact. Et j'avais répondu qu'il y avait tel et tel principe qui pouvait aussi expliquer ce que lui, il défendait. Et on m'a répondu que Instagram, c'était pas PubMed, que c'était pas un endroit pour faire une thèse, etc. Et en fait, je me suis posé la question, mieux vaut faire de la mauvaise vulgarisation ou ne pas en faire du tout. Et honnêtement, quand on voit ce genre de dérive, en fait, c'est l'excuse de j'ai pas le temps de tout mettre dans un post, j'y crois pas trop. En fait, l'excuse de j'ai pas la place ou j'ai pas le temps, etc. Surtout, vu la démarche commerciale qu'il y a derrière, je pense que c'est plutôt une prise de position pour engranger après un achat, plutôt que juste dire, je peux pas. Donc, méfiez-vous souvent des personnes qui disent moi, j'ai pas pu tout mettre dans l'article, c'était pour le garder simple, c'était pour machin. C'est pas vulgarisé. Exactement. En général, c'est que la personne botte en touche en général quand elle fait ça. Parce que il faut bien comprendre que c'est pas notre métier, mais quasiment notre métier. C'est le but, en fait. Le but, c'est justement de faire tout rentrer dans un petit truc sans omettre la moindre chose. Et si la personne ou le vulgarisateur vous dit oui, mais
j'ai pas pu parce que Instagram c'est que 10 slides, ou parce que le réel c'est que 1 minute, ou parce que ci, ou parce que ça. Et bah dans ce cas, c'est juste que son travail n'a pas été bien fait. Il a pas fait, il est pas bon pour l'instant en vulgarisation. Et à partir de là, on ne peut pas prendre sa réponse ou son article de Vulga comme quelque chose de cohérent, de correct, et il devrait juste pas le faire pour l'instant, tout simplement. Surtout si, comme tu dis derrière, il y a une démarche commerciale. Si c'est un résultat qui est en plus, dans le cas de Monsieur U, il peut pas, il va sortir peut-être l'excuse de oui, mais on peut pas, j'ai pas le temps de tout dire, c'est trop compliqué. Ok, mais tu as choisi comme par hasard la réponse qui, dans ton tunnel de vente, va amener les autres derrière à acheter ton produit. Donc là, à partir de là, Exact. c'est pas que t'as pas eu la place, c'est que ça ne t'arrangeait pas pour ta vente, et du coup, ta vulgarisation est clairement biaisée et orientée. Bah, ça rejoint la définition de la vulgarisation. La vulgarisation, c'est faire l'état des connaissances sur un sujet. Alors que si tu cherry-pick qu'une seule information, c'est pas de la vulgarisation finalement. Exactement. Mais ça Donc voilà. ressemble à de la vulgarisation sur les réseaux, par contre. Faut bien le voir aussi. Ça en a la couleur et l'odeur, mais c'est pas la même, quoi. Exactement. Et Est-ce que tu veux qu'on revienne sur coïncidence, corrélation, exactement. C'est causalité ça. Ça a peut-être? été assez important à comprendre, surtout parce que du coup là on parle de vulga d'études, que parfois c'est pas parce que quelqu'un fait telle chose et qu'il se passe telle chose que c'est forcément lié et forcément la bonne chose. Donc Exactement. je te laisse en parler. T'avais fait un super post sur Instagram dessus justement. J'a- J'avais essayé justement, bah tu vois, par exemple, mon post sur Instagram, il manquait quelques infos, mais encore une fois, j'avais essayé de mettre le maximum dedans. Du coup, lorsque vous avez des événements qui se croisent, il peut se passer trois choses. Soit c'est une coïncidence, donc en fait les événements vont se croiser dans le temps et ça va apparaître qu'une fois, et ou il n'y aura aucun lien logique entre les deux. Là pour C'est ce qu'on va appeler une coïncidence. l'exemple dans ton post, c'était tu mets ton t-shirt rouge aujourd'hui et tu réalises un PR au squat. Ça n'arrive qu'une fois. Exactement, ça n'arrive qu'une fois. Et il n'y a pas de lien logique entre le fait de porter un t-shirt rouge, enfin ton t-shirt rouge, et faire un PR au squat. Exactement. En tout cas, de prime abord. Après, peut-être qu'on peut interroger plus la personne, découvrir que c'est son t-shirt préféré, que il lui a été donné par des amis, ça booste sa confiance. Mais là, on commence à faire des liens logiques, donc on va se rapprocher plutôt d'une corrélation. Donc, pour ce qui est de la corrélation, ça va être quand tu as deux événements qui vont évoluer en même temps. Donc, pour être exact, j'avais marqué ouais, liaison de deux événements ou plus. Ils évoluent soit dans le même sens, donc c'est une corrélation positive. Donc, quand tu mets ton t-shirt rouge, tu fais des PR au squat. Et à chaque fois que tu mets ton t-shirt rouge, bah, bizarrement, à chaque fois, tu fais PR. Donc, l'événement t-shirt rouge va augmenter en même temps que les kilogrammes au squat. C'est une corrélation positive. Ou alors, ça peut être une corrélation négative. Quand tu mets ton t-shirt rouge, tu as moins mal aux genoux. Enfin, quand tu mets tes genouillères, par exemple, tu as moins mal aux genoux. Et à chaque fois que tu mets tes genouillères, tu remarques que tu as moins mal. Donc les événements évoluent ensemble. C'est une corrélation. À partir de là, on va avoir deux types de corrélations, donc soit significatives, soit ou non. Et donc, comme je vous disais, on peut faire des tests statistiques avant. Donc après, au niveau des tests statistiques, on va pas trop rentrer dans le détail. Il y en a certains même qui sont débattus, etc. On pourrait faire des recherches dessus. Mais ce sont quand même des tests qui sont très fiables. C'est débattu entre certains statisticiens. En gros, voilà, il y en a certains qui aiment bien tirer la couverture vers des tests. Mais majoritairement, le test le plus utilisé, ça va être le chi-square, par exemple. Test du chi 2. Donc, où est-ce que je voulais en venir? Donc oui, la corrélation significative, elle peut être attestée par un test statistique. Et en général, on aura un effet logique qui va être lié à ça. Donc comme je vous disais, par exemple, le fait que psychologiquement, ça vous aide d'avoir votre t-shirt préféré sur votre squat. On sait aujourd'hui que les facteurs motivationnels chez l'athlète sont extrêmement importants à prendre en compte, notamment sur la production de force, et que placer l'athlète dans un domaine de confiance peut significativement, du coup, l'aider à produire plus de force sur certains exercices. Ah, du coup, c'est plus une coïncidence alors. Du coup, là, on part sur une corrélation. Exactement. Parce que c'est arrivé, c'est ça, pour une corrélation significative, parce que c'est arrivé plusieurs fois, et surtout que on peut l'expliquer. Oui. Statistiquement, c'est expliqué, et que du coup, on a quelque chose de logique qui peut l'expliquer. Du coup, ensuite, il nous reste du coup la causalité. Ah oui, dernier truc.
il peut y avoir deux choses qui évoluent en même temps. Euh, J'avais marqué, oui, sur l'effet cigogne. L'effet cigogne, exactement. Ouais, c'est ça, c'est l'effet qui consiste à penser que deux événements évoluent ensemble, donc ils sont forcément liés. Il peut y avoir voilà, des événements qui évoluent ensemble, mais qui ne sont pas liés avec l'autre. Pourquoi l'effet cigogne? Parce qu'on connaît voilà, un peu tous cette légende que les bébés sont Mhm. livrés par des cigognes. Et en fait, voilà, les gens ont créé cette légende parce qu'il y avait souvent des cigognes à côté des maternités. Du coup, Tout con. Et que ah non, c'était parce que les cigognes faisaient leur nid, pardon, à côté des cheminées au-dessus des maisons. Parce que c'était un point chaud, en fait, c'est pour ça. ah oui, oui, c'est Euh, ça. C'est qu'elle faisait leur nid là, et ouais, c'est à comme par cause. hasard, après il y avait un bébé qui arrivait dans la famille, et du coup la cigogne devait, enfin, c'était c'est le signal comme quoi Le un symbole bébé, de le fait. symbole comme quoi un bébé arrive dans la Voilà, famille. Alors que exactement. maintenant on sait que a priori non. Et donc par exemple, Donc voilà, comme on. dans Vas-y, la vas-y, je t'écoute. corrélation, j'ai mal au genou. Je prends des genouillères, je mets des genouillères et je remarque que j'ai moins mal au genou. Est-ce que c'est vraiment mes genouillères ou est-ce que parce que j'ai mal au genou et que j'ai mis des genouillères, je fais un peu plus attention à ma technique par exemple sur mon squat? Et bah, en fait, là, clairement, ça va dépendre. Si tes genouillères, tu les mets pour avoir plus de maintien et plus de compression, est-ce que ça va être les effets mécaniques du maintien et de la compression qui vont te faire moins mal? Ou est-ce que ça va être les aspects psychologiques du fait que tu prends plus soin de ta technique, du coup, entre guillemets? Non, après, j'aime pas l'idée qu'il y ait une bonne technique, Oui, mais en oui, tout cas, que tu vas rester c'est pour dans simplifier. des amplitudes que tu contrôles, par exemple, voilà, dans des amplitudes que tu contrôles, ou peut-être que du coup, tu vas rentrer toi-même dans un processus psychologique de soins, donc tu vas mieux manger, mieux dormir, prendre des temps de récupération, faire de la méditation, faire des massages, etc. Ou alors, tout simplement, ça va peut-être être les facteurs d'auto-guérison du corps. Hmm. Ah bah, on sait rien. On ne Honnêtement, sait pas. sur un cas tout seul Ouais. comme ça, on a une corrélation. On sait que quand tu mets tes genouillères, t'as moins mal. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que... Tu vois, ça revient un petit peu à ce Ouais. qu'on disait au début. Est-ce qu'on attend d'avoir 18 études sur les genouillères ou est-ce qu'on continue? Moi, j'ai un athlète qui a moins mal avec ses genouillères, bah, il les garde, Bah oui, tout simplement. tout simplement. Mais voilà, on sait qu'on a une corrélation, Mais on sait. mais on sait pas d'où elle vient. Ok. Donc voilà. Et donc maintenant, il nous reste il nous reste à voir la causalité, qui est la chose la plus importante, c'est quand une cause produit un effet. Donc on est sûr que ce soit lié du coup, ça veut dire. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'on est sûr que j'ai mis mes genouillères, j'ai moins mal, on est sûr et certain que c'est lié pour X raisons. En gros, c'est C'est ça. ça. Donc, pour être sur la causalité, voilà, c'est quand on est sûr que lorsque tu vas avoir ta cause, donc la cause c'est la genouillère, elle va produire un effet, l'effet c'est l'effet antalgique, c'est l'effet qui a moins de douleur, on est persuadé que c'est l'un qui engendre l'autre. Et donc ça c'est le lien de cause à effet, qui d'ailleurs en statistique arrive très très peu, Ouais. notamment en sciences du vivant ça arrive aussi très très peu, et c'est d'autant plus pour ça que j'ai du mal avec les personnes qui vont te dire faut squatter comme ça pour pas avoir mal, faut utiliser telle méthode pour pas avoir mal, faut utiliser tel produit. Parce qu'en fait, même si on reprend l'exemple de la genouillère, une genouillère, ça t'apporte une compression sur ton genou. Donc, est-ce que c'est l'aspect mécanique de la compression? On ne sait pas. Est-ce que c'est le fait que ça tienne plus chaud à ton articulation parce que ça met une barrière qui va retenir la chaleur? En plus, c'est du néoprène en général. Donc, c'est des plastiques, donc ça retient d'autant plus la chaleur. Donc, est-ce que c'est la chaleur qui va jouer sur, qui va jouer sur tes liquides biologiques, tes structures, tes cartilages? Est-ce que c'est la chaleur qui va jouer sur ton aspect psychologique aussi? Est-ce que ça va être l'aspect émotionnel, d'avoir un objet qui te tient à cœur? En gros, il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer. Donc en fait, les causalités, les relations de cause à effet existent. Je suis pas en train de dire qu'elles n'existent pas. En revanche, c'est rarement A qui va donner B. En fait, A va donner B, mais il y a aussi C qui va l'influencer, et D, etc. Toujours. Donc c'est pour ça que les produits miracles, scientifiquement, ça n'a pas de sens. Non. Biologiquement, ça n'a pas de sens. Neurologiquement, ça n'a pas de sens. Les méthodes miracles non plus. Pour reprendre un exemple qui m'est arrivé à Pantin dans la vraie vie, du coup, quand j'étais en coaching, et du coup, on parlait de la gym, de la gymnastique à haut niveau. Et du coup, une athlète me disait que tous les gymnastes sont petits, ça tout le monde le sait. Oui, c'est la fameuse histoire de la gym rend petit. Et en gros, elle m'a dit que quand elle a arrêté la gym, d'un coup, elle s'est mise à grandir. Et du coup, ma première question que je vais poser, c'est qu'est-ce qui prouve et comment sais-tu que si tu avais continué la gym, tu n'aurais pas grandi de la même façon?
Elle m'a répondu, du coup, je ne sais pas. Donc à partir du moment où on ne sait pas, on ne peut pas affirmer que c'est la gym qui rendait petit. Par exemple, est-ce que ce serait pas plutôt que pour être beau en gym, il faut être petit? Et que du coup, tous ceux qu'on voit au niveau Mm. seront petits. C'est comme par exemple, moi j'ai fait l'escalade. L'escalade, on est tous maigres. On est tous maigres et musclés. Il y a pas de personne en surpoids. Donc c'est-à-dire quoi? L'escalade rend maigre et musclé? Non, c'est une personne qui est en surpoids. Bah, Non, c'est non. plus dur d'être bon en gym, d'être bon en escalade. Donc du coup, Exactement. forcément, ce sera des gens qui seront plutôt minces. Même chose pour marathon, même chose pour la course, etc., etc. Bien sûr. Et ça, du coup, Bah, on peut pas. Enfin, c'est vraiment des choses que les gens vont penser et vont se dire, ah, mais du coup, je me suis mis à grandir dès que j'ai arrêté. Oui, c'est tout simplement peut-être une coïncidence. On ne peut pas savoir. Même chose pour les exactement. régimes miracles sur Instagram ou Facebook ou autre réseau. On va dire, j'ai fait ça, du coup, ça a fonctionné. Même chose. Tu ne sais pas si sans ça, ça n'avait pas fonctionné. Ou d'un coup, en faisant ce programme, j'ai bien progressé, je me sentais mieux. Peut-être que tu vas faire un programme, ça va peut-être être la même chose. Tu vois, il y a beaucoup de choses à. C'est très dur de À prouver quelque prendre en compte. chose dans la vie, dans la vraie vie. Bah, c'est très dur de prouver quelque chose, surtout à partir d'un seul exemple, en fait. Si Exactement. on reprend notre exemple de l'étude, c'est, voilà, on imagine, bah, c'est une étude où on n'a qu'un seul sujet, en fait. Mm. C'est une étude de cas. C'est... Et du coup, vu qu'on n'a pas de contrôle, vu qu'on n'a pas de groupe contrôle et pas de groupe placebo, c'est très dur de tirer des conclusions, et puis c'est très dur d'isoler les autres variables. Parce que, comme on disait tout à l'heure, pour faire la différence entre coïncidence, corrélation, causalité, pour être sûr qu'il y ait une causalité, il faut arriver à identifier les variables qui expliquent pourquoi les deux valeurs évoluent en même temps. Et à partir du moment où tu n'as pas d'autres personnes qui te permettent de discriminer les autres variables, c'est hyper compliqué. Donc, alors, ce qu'on appelle discriminer des variables, pardon, c'est les mettre à l'écart. Donc c'est comme je disais tout à l'heure avec, je vais reprendre le médicament, comme ça c'est plus simple, mais avec l'histoire du médicament, c'est dire, bah voilà, moi je teste ma molécule, VS la meilleure molécule du marché, VS un groupe qui ne fait rien. Et comme ça au moins si j'ai des résultats, je peux les comparer par rapport à la meilleure molécule, si c'est plus ou moins efficace, et par rapport aux des personnes qui ne prennent rien, si c'est plus ou moins efficace. À partir du moment où on n'a pas de comparaison, c'est très très dur de tirer des Mm. conclusions. Très très dur. Ou à part si on a une base scientifique solide derrière, et qu'on peut expliquer les processus qui sont en route. Si on reprend l'exemple du régime cétogène, s'il y a quelqu'un qui dit ouais putain moi depuis que je fais du cétogène je suis vraiment au taquet, genre vraiment je suis à fond, je me lève le matin, je suis plein d'énergie, machin, euh, et qui va dire que c'est une super chose. Alors, factuellement, c'est vrai, la personne, elle est à fond, elle est au taquet. Par contre, la conclusion qu'elle en fait, c'est que c'est super bien. En revanche, on sait que lorsque tu es en état de cétose, donc l'état du régime cétogène, en fait, quand ton corps utilise des corps cétoniques pour créer de l'énergie, qu'il n'utilise plus des glucides, ou en tout cas très peu, on sait qu'il y a une forte augmentation du cortisol, et que le cortisol a besoin de glucides pour être tamponné. Donc, et que ce fort niveau de cortisol va engranger une décharge d'adrénaline. Si vous voulez des sources, vous allez voir la page Wikipédia du cortisol et de l'adrénaline. Elles sont sourcées, elles sont en français, elles sont assez bien vulgarisées. Je renvoie souvent vers Wikipédia en vrai parce qu'ils font vraiment du bon boulot. Et ils mettent toujours des sources. Donc au moins. Et puis vu que c'est libre de droit, tout le monde peut le changer. Donc, et ça reste scientifiquement très vrai. Mm. Donc ça c'est cool. Et bref, voilà, pour revenir à ça. Il est très très. Donc voilà, en gros, la conclusion est fausse. La conclusion que le régime cétogène me donne plein d'énergie et que c'est une bonne chose, bah en fait, non, ça te donne plein d'énergie parce que ton corps il a un système d'alerte et qui te donne de l'énergie pour aller chercher de la bouffe. Parce que quand on était en état de cétose, euh, enfin l'homme, allez, si on prend l'homme avec un grand H, on va dire quoi, Homo sapiens, il est apparu il y a 300 000 ans environ, 300 000 ans en Afrique et 200 000 ans en Amérique. Euh, Homo sapiens, à chaque fois du moment où il était en état de cétose, c'était un état de famine. Du coup, il avait plein d'énergie pour aller chercher de la bouffe. Mm. Donc en fait, quand on regarde l'état de la science dessus, on se rend compte qu'il y a certaines conclusions qui sont très bancales et qui en fait ne tiennent pas debout. Donc en fait, la meilleure chose à faire lorsqu'on n'a pas de comparatif, c'est essayer de comprendre les mécanismes scientifiques, donc biologiques, neurologiques, sous-jacents, pour essayer de tirer des conclusions. Mais surtout pas tirer des conclusions d'une... Enfin, éviter en tout cas de tirer des conclusions d'une expérience 100% personnelle, parce qu'on a beaucoup de chance en tout cas d'être biaisé. Et les expériences personnelles, c'est quelque chose qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux, Mm. surtout dans notre milieu du sport. Très souvent, j'ai pris telle protéine, je me sens plus fort. J'ai fait tel programme, je me sens plus fort. J'ai fait tel régime, comme tu disais, je me sens plus fort, etc., etc. Et, cetera. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention.
Parfois ça va être vrai, attention, parfois ça sera complètement vrai, ce sera fondé quand on va chercher plus loin, sans forcément que la personne sache pourquoi d'ailleurs. Mais parfois, très souvent, ça sera faux. Et très souvent, c'est là où nous, vulgarisateurs de contenu, on essaye de nous placer pour dire attention, ou pas d'ailleurs. On peut dire parfois oui, c'est tout à fait vrai, pour telle ou telle raison, en citant tel papier, parce qu'on a vu que c'était bien fait, etc., etc. Mais il faut faire très attention à tout ce qu'on dit sur les réseaux, parce que c'est facile d'affirmer quelque chose, comme on le disait, et beaucoup plus dur de montrer que cette chose est vraie, est fausse, pardon. Et surtout faire attention quand derrière, il y a un but de vente. Donc par exemple pour les gens qui vendraient leur plan de régime cétogène, par exemple, en prenant des témoignages de personnes qui le font de ça depuis 4 semaines, qui se disent je me sens hyper bien, j'ai pas d'énergie, etc., etc. Alors qu'en fait, ils sont juste complètement en état de... Leur corps est en train de avoir plein d'énergie, comme tu disais, pour aller chercher de la bouffe. C'est ça. Et après, le but, c'est pas non plus de faire un pamphlet contre le régime cétogène. Hein, Oui, on à nouveau, s'entend. c'est un exemple. C'est un exemple et ça peut être sollicité pour, entre guillemets, des bonnes raisons. Hein. Moi, je me rappelle d'un webinaire sur la nutrition de Christian Thibaudeau qui expliquait comment lui, il utilisait le cétogène. Mais voilà, Christian Thibaudeau, je crois qu'il doit faire quoi, 1m80 pour 110 kilos de muscles. Bodybuilder professionnel, coach de body professionnel. Lui, il utilise le régime cétogène pour faire un cut avant une compétition. Il l'utilise pas pour te vendre un thé low carbs amincissant dans ta super gourde infuseuse de fruits, tu vois. Donc, ouais, j'ai des Instagrammeuses dans mon feed. Je vois ça. Mais, mais voilà, encore une fois, à partir du moment où tu as de l'honnêteté intellectuelle, voilà, lui, il va te dire les dangers. Il va te dire, bah ouais, c'est une situation de famine. Ouais, tu auras des changements dans ton mood, et franchement, le fais pas si tu as des antécédents de troubles du comportement alimentaire. Exactement. Voilà, encore une fois. Ça, c'est de la bonne vulgaire. Le problème, c'est une bonne information. Voilà, ça, en fait, le problème, c'est pas de vendre. Le problème, c'est de vendre de manière malhonnête. C'est ça le problème. C'est la malhonnêteté intellectuelle, encore une fois. On peut vendre complètement quelque chose dans la vulga, comme par exemple je le fais, mais dans ce cas, il faut absolument donner toutes les informations qu'on a, qu'elles aillent dans mon sens ou qu'elles aillent pas dans mon sens. Il faut donner tout, et à partir de là, si le travail de vulgarisation est bien fait, les personnes vont pouvoir prendre eux-mêmes leur choix, leur décision en âme et conscience, comme on dit. Exactement, et ça marche aussi pour les choses qui ne sont pas encore prouvées. Exemple tout con, parce que pareil, souvent quand j'ai des débats sur la valeur scientifique, la valeur de la science, les gens me disent « Ouais, si t'attends qu'il y ait des études qui prouvent les choses, t'as 40 ans de retard. Bah, actuellement, le but, en fait, c'est... Après, voilà, moi, comme j'ai dit, je fais un master pro, je suis sur le terrain, je coach en plus de 30 heures par semaine. Je veux dire, je suis sur le terrain et j'utilise le terrain. Un exemple que j'aime bien prendre, parce que c'est clairement l'opposé total de la science, c'est l'ésotérisme. En ésotérisme et en sciences occultes, ils utilisent depuis, je crois, le 13e ou le 14e siècle, ils utilisent le griffonia. Donc le griffonia, c'est une plante, en fait, qui était utilisée par les sorcières, en fait, pour traiter les problèmes d'anxiété ou pour retrouver de la joie ou pour traiter le mauvais sort. Et en fait, donc ça fait 800 ans que c'est utilisé, le bordel. Hein. Et en fait, on s'est rendu compte il y a peu de temps, à l'échelle du produit, on s'est rendu, je crois que c'était il y a 50 ans la première étude sur le griffonia, que le truc est bourré de tryptophane. Genre le truc est plein à craquer de tryptophane et qui est très facilement assimilable. À savoir que le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine. La sérotonine qui est un neurotransmetteur qui joue énormément pour traiter l'anxiété, par exemple, et les syndromes dépressifs. Et en fait, du coup, bah voilà, si on avait attendu ces études, on n'aurait pas utilisé un médicament pendant des centaines d'années. Si on avait attendu d'avoir la sainte véracité scientifique qui serait arrivée. Donc en fait, le problème, c'est pas tant d'être pro-science. Le truc, c'est qu'en fait, la démarche scientifique, c'est pas que les études. La démarche scientifique, c'est pas que PubMed. La démarche scientifique, c'est se demander qu'est-ce que je sais de ça et comment je vais l'utiliser et comment je le comprends. Point barre. Exactement. Je veux juste faire c'est un très bon résumé. Et parfois aussi, la science, parfois, part très souvent du terrain. J'observe telle chose. Bien sûr. J'observe telle chose sur le terrain. Pourquoi et comment ça arrive? J'ai envie de le savoir, j'ai envie de l'expliquer, et du coup, je vais voir. La science n'est jamais
oui, comme tu disais, elle est jamais en avance parce que forcément, il faut déjà avoir l'expérience avant de le faire. Bien Et sûr. surtout, oui, bien entendu, euh, la science ne répondra pas à tout. Mais par contre, quand on me dit les études, c'est pas la vraie vie, bah en fait, les études, c'est la vraie vie. Très souvent, c'est la vraie Oui. vie. C'est même basé sur ce qu'on voit dans la vraie vie. C'est basé sur la vraie vie, ça part de la Exactement, vraie ça vie, hein. part Je de veux dire, là. Ça part pas les d'un, scientifiques sont des êtres eh oui, humains, hein. ça part pas d'un labo obscur au fin fond de la Sibérie, des gens qui se disent, qui, euh, qui pensent faire telle chose et vont essayer de faire telle chose et après pour des études. Non, ça part d'un mec Non. qui observe telle chose sur le terrain et il se dit ok, quand je fais ça, quand je fais ce programme, pourquoi d'un coup tout le monde progresse? Qu'est-ce qui se passe? Quand je squatte 6 fois par semaine, pourquoi je progresse plus vite? Et à partir de là, il Bien va se sûr. poser la question, et il va créer une étude, un protocole, etc. Et après on va tester, et après on va avoir une réponse. Par exemple, bah oui, la fréquence marche bien, c'est pour ça que les haltéros en font beaucoup. Bien sûr. Voilà, c'est un exemple. Et, et l'intérêt même de la science, c'est qu'en fait, le terrain fait évoluer la science, et la science fait évoluer le terrain. En fait, c'est un cercle vertueux. Si on reprend l'exemple, le terrain fait évoluer la science. Pourquoi? Parce que si je reprends l'exemple, bah, moi, du laboratoire, du laboratoire d'où sont la majorité de mes professeurs, c'est un labo qui interagit énormément avec les athlètes. Les sujets sont des athlètes, les enseignants-chercheurs qui sont là, enfin les chercheurs qui sont là-bas sont des enseignants en STAPS, ils côtoient des athlètes, ces personnes-là font du sport. Ça, faut arrêter aussi Mm. avec le laborantin qui est là avec sa blouse blanche, qui est rachitique, etc. Moi, j'ai un prof de neurosciences qui fait des arts martiaux et qui a un très bon niveau. J'ai un autre prof de biologie qui lui, fait du trail au niveau régional. Mais même toi, on prend Et que toi, tu vas rentrer dans un labo, pourtant tu squattes 200 kilos. Je veux dire, dans exactement. une blouse, ça se voit pas, pourtant tu squattes 200 kilos. Donc c'est bien que tu pratiques. C'est ça, c'est qu'il y a une pratique derrière, il y a une remise en question et il y a le terrain. Moi, je m'entraîne 2 heures par semaine, enfin 2 heures par jour, pardon, 5 à 6 jours par semaine. Je veux dire, je l'aime mon quota d'expérience, tu vois. Et du coup, c'est en se rendant compte de certaines choses comme ça que du coup, on va le ramener dans le labo. En ce moment, le truc très à la mode, c'est l'hypnose et l'imagerie mentale. Pourtant, tu vas me dire, putain, ça fait 50 piges que c'est sur le terrain et que faut même pas que j'en parle avec quelqu'un de la médecine traditionnelle chinoise parce qu'il va me dire, putain, ça fait 3000 ans que nous, on fait de la méditation, de l'hypnose et de l'imagerie mentale et vous venez de le découvrir. Donc, ouais, Oui, pour le c'est coup, vrai, ouais, c'est ça. c'est assez vrai. C'est assez vrai pour le coup. Et du coup, voilà, on commence à faire des études dessus, mais parce qu'en tant qu'être humain, on l'a expérimenté, tu vois, on Mm. l'a vécu. Et du coup, on commence à faire des études dessus. Et ce qui est bien, c'est que les études, ça te permet d'avoir un protocole que tu peux vérifier. Encore une fois, je t'ai dit, tu peux avoir accès aux vidéos, tu peux avoir accès à tout le protocole, comment il a été mis en place. Et du coup, toi, t'arrives devant la Fédération française de foot ou en Pôle France de gym, et tu dis, bah voilà, j'ai telles études qui prouvent que l'imagerie, c'est important et que l'hypnose, ça peut fonctionner. Dans mon staff, j'aimerais qu'on recrute un prépa mental. Et du coup, ça crée de l'emploi. Et du coup, le prépa mental, il va expérimenter, il va découvrir des choses, il va en parler au labo, le labo va faire des études, les études vont permettre d'avoir du concret, qui vont permettre de débloquer des fonds, etc. Parce qu'actuellement, dans le monde du sport, on te donne pas un poste, on te donne pas un prépa sur des anecdotes. Oui, Parce que exactement. malheureusement, voilà, il y a peut-être ce côté un peu binaire où dans le monde du sport, tout ce qui n'est pas étude est une anecdote, Mm. avec tous les biais qui peuvent être liés. Donc les biais d'interprétation, le bouche à oreille, le biais du téléphone arabe, entre guillemets, et qui peut amener à des formations. Alors que pour le coup, une étude s'abstient de tous ces biais, parce qu'il y a des tests statistiques, c'est relu par les pairs, donc il n'y a pas de biais d'auteur, il y a très peu de biais méthodologiques à partir du moment où la méthode est respectée, etc. Donc ça nous permet d'avoir une base fiable pour prendre des décisions après, et être force de décision et être moteur. Exactement. C'est vraiment très important à comprendre que les études et la vie sur terrain, la vie sportive, Exactement. c'est relié, quoi. Et que l'un ne va pas sans l'autre, et qu'on peut pas être bon, on peut pas faire une bonne étude si on connaît pas un minimum le milieu. Enfin, par exemple, une étude sur, je sais pas, sur un médicament. Bon, encore un médicament, Mm. je pourrais peut-être un peu m'en sortir, mais une étude je sais pas, tel moteur thermique pour telle voiture, ou telle résine qui isole le moteur thermique, je ne vais rien comprendre, et c'est tout à fait normal. Et c'est, Ah bah oui, parce que chaque personne a son domaine. oui, Et même moi, dans le domaine des neurosciences, hein, des fois, je lis des études. L'étude, elle me prend 3 jours à lire, ouais, hein. déjà Parce dans notre que, domaine, bon, c'est dur parfois, c'est même très bien souvent sûr, compliqué, donc dans un autre domaine, c'est impossible.
Et donc c'est pour ça Ah, que mais vraiment c'est que on est raccordé avec la vraie vie, quoi, comme on peut dire. On est vraiment raccordé au terrain. Et qu'on pratique nous-mêmes, parce que sinon, on pourrait pas comprendre, en fait. exactement. On pourrait pas comprendre et on pourrait pas être moteur d'innovation, nous aussi. Du coup, pour résumer sur ce podcast, on a du coup parlé de la vulga scientifique, donc la vulgarisation scientifique, et sur le fait qu'on veut en gros expliquer quelque chose de compliqué à un plus grand public. On a vu du coup, on a parlé un peu de quelques vulgarisateurs, que nous-mêmes on vulgarise sur Internet, et comment faire, et que c'était quelque chose de très important et de très enrichissant pour tout le monde, et que oui, derrière par contre, on aimerait pour beaucoup en vivre. Et du coup, à partir de là, qu'il y a de l'argent en jeu, il y a forcément des dérives, qu'on a pu voir avec Monsieur U, qui va choisir sa façon de vulgariser pour vendre un produit. Et que, du coup, d'où l'importance de bien choisir les personnes qui vont vulgariser pour qu'il n'y ait pas de biais et que l'information, la connaissance soit transmise en entièreté du début à la fin et pas juste un tunnel ou une réponse en particulier. Exact. C'est à toi. Exact. Et du coup, pour ma partie, donc voilà, pour vous résumer brièvement ce que c'est qu'une étude et comment c'est fait. Voilà, une étude à la base, c'est une idée. C'est une idée qui vient du terrain, c'est une idée qui vient du vivant, en tout cas dans la biologie et les neurosciences, parce que on parle du vivant avant tout. C'est une idée qui part du vivant, qui donne lieu à un protocole. Et avant de faire ça, on fait une recherche sur l'état des connaissances liées à ce protocole. On réalise notre protocole avec autant de véracité que possible, avec autant d'esprit critique que possible, en essayant d'éliminer tous les biais, avec un groupe contrôle bien pensé, avec un groupe placebo bien pensé. Et une fois qu'on a ça, on fait nos tests statistiques pour être sûr qu'il y ait des corrélations significatives, peut-être des causalités. Et une fois qu'on a toutes nos données, on le soumet à un comité de lecture d'un journal scientifique et qui va relire tous nos tests, qui va relire toutes nos expériences et qui, oui ou non, va le publier ou non dans sa revue, qui sera plus ou moins prestigieuse. Et du coup, notre étude aura plus ou moins de crédit en fonction de là où elle est publiée et du nombre de fois où elle est citée. Donc voilà, vérifiez toujours ça lorsque vous avez sous les yeux une étude et vérifiez aussi s'il y a des études qui sont proches et si elles disent le contraire ou si elles vont dans le même sens. Et lisez bien jusqu'à la fin de l'étude parce que souvent à la fin d'une étude, c'est d'autres études sont nécessaires pour obtenir un consensus sur le sujet. Merci beaucoup à Joris Diff d'être venu dans ce podcast. C'est maintenant terminé. Merci à tous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à partager ça à vos amis si ça vous a plu. À une prochaine. C'est recoupé. Maintenant, je dois remercier les auditeurs. Comment on fait ça? T'aurais fait un très mauvais homme politique, hein, tu le sais ça. Ah, moi, bah oui, mais c'est sûr.